passer la parole à Jacques Trémollet-Villers, qui pourra d'ailleurs certainement vous citer quelques vers de Maurras, lui aussi, parce que tous les deux, quand nous sommes à Radio Courtoisie, on a peut-être un peu tendance de temps en temps à faire assaut de poésie maurassienne. De poésie maurassienne. Mais vous voyez, ce que Maurras a voulu, c'est convaincre. Il a voulu convaincre une France. Et il voulait la convaincre en combattant des idées fausses, et en lui proposant des idées vraies. Mais l'idée de fond de Maurras, c'était pas tellement même le combat de vérité sur les idées vraies, fausses. Tout cela était en réalité un appareil argumentaire au service de la seule préoccupation qu'il avait, et qui était son Dieu ou sa déesse, comme il disait, la France, qui était, quand il dit son Dieu et sa déesse, c'est avec un petit D, et ça veut dire son principe théologique, ce qui a guidé toute sa vie. Et il aurait voulu convaincre cette France pour l'amener à la vérité monarchique, parce que son seul souci, c'était le retour du roi. C'est aussi simple que ça. Son seul souci, c'était la France. Et puisqu'il y avait le souci de la France, il y avait le souci du retour du roi. Et alors, il a enveloppé tout cela, de tout ce que nous avons dit au cours de cette journée, et trop modestement, mais remarquablement, par les orateurs divers qui se sont succédés, mais il n'y est pas arrivé. Et ce qui est frappant quand il s'adresse à cette France, il s'y adresse même dans sa prose, c'est qu'il sait très bien qu'il aura du mal à la convaincre. Et celle qu'il voulait convaincre, je veux dire, c'est la France catholique, et c'est, on va dire, la France d'une certaine culture, d'une certaine civilisation, celle du XVIIe, du XVIIIe siècle, qui aurait dû comprendre et qui n'a pas compris. Et pour lui, ça a été sa tragédie. Et je pense que, bien sûr, il y a sûrement des dames dans la vie de Maurras. Je ne suis pas de ceux qui jettent des œils curieux sur des choses qui ne nous regardent pas, mais je pense qu'à travers ces dames, il y a toujours cette figuration de la France. Et il en était très malheureux. Il s'adressait à elle, et à cause des idées perverses qu'on lui avait inculquées dans l'esprit, elle n'arrivait pas à comprendre, même dans ce combat d'idées, ce qui relevait de la vérité, de la beauté, de l'ordre, et donc elle ne se mettait pas au vrai travail qui était le sien, et qui était tout simplement de travailler au retour de l'héritier, de ceux qui l'avaient constitué, qui était la France. Je ne redirai plus à vos pieds ma détresse en voici le soupir, ô mon unique Dieu. Vous, ma force, vous, ma faiblesse, vos regards éloignés brûlent comme du feu. Mon malheur est venu d'avoir aimé votre âme, mieux que tous vos parfums, plus que votre beauté. Comme vous en doutiez, pure argile de femme, sachez que votre esclave est dans ma volonté, c'est moi qui ne veux plus bannir une chimère de ce cœur mâle et doux que vous exténuez. Je ne choisis, je ne préfère que la cruelle part que vous m'attribuez. Ma raison n'aspira qu'à votre essence pure. Je reconnais en vous l'ordre de mon destin et le cri du désir de toute ma nature. Tout ce qui n'est pas vous est vain. Mais aux mesures de la plainte, sentez que l'espérance a bien quitté mon cœur. Sa fausse joie est plus qu'éteinte dans l'unité de ma douleur. Je crois à la bonté des ombres éternelles. Là, les silencieux persuadent un jour et cendres du flambeau de tendeur fidèle dans le lit du regret vont couronner l'amour. Alors parlez-nous. Je vais penser que ce poème, qui pour moi est peut-être aussi adressé à une femme, mais une femme qui reçoit un tel poème, elle a un peu la trouille. Donc je pense qu'effectivement, c'était plus à la France qu'à une femme, sinon elle part en courant. Hein. Et en même temps, il avait raison, parce que c'est quand même très beau, hein, tout ce qui n'est pas vous est vain. Bon. Et vous avez fait, d'ailleurs, j'avais préparé tout ça pour vous dire, bon, et j'ai plus rien à dire en fait, parce que
de ce que j'ai entendu, encore je n'ai pas entendu le début, mais de ce que j'ai entendu, Maurras, l'homme du roi, tout a été dit. Mais il y a une question qui a été posée tout à l'heure ce matin, là, sur la situation actuelle, et puis une conversation que j'ai eue lors de notre repos aussi sympathique avec Antoine de Crégnier, sur, mais en fait, que penserait Maurras aujourd'hui? Je ne vais pas me mettre dans la peau de Maurras aujourd'hui, mais je voudrais dire l'homme du roi aujourd'hui. Et peut-être, puisque tout le reste, finalement, a été si bien dit sur Maurras que j'aurais de la peine à paraphraser, et ce serait vraiment ennuyeux pour vous, je voudrais examiner je n'allais même pas dire cette pensée de Maurras. Je crois que le seul mot qu'en définitive, après un compagnonnage qui pour moi a commencé à l'âge de 13 ans, donc ça fait quand même exactement 60 ans que je suis compagnon intellectuel de Maurras. Et je dois ça, d'ailleurs j'ai mis ça dans mes petits souvenirs qui un jour peut-être paraîtront, parce que Jeanne d'Arc, qui vous savez est quand même ma muse préférée, comme dit, en toute modestie, disait à son procès, à environ l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Moi je ne suis pas Jeanne d'Arc, je n'ai pas eu de voix de Dieu, mais environ l'âge de 13 ans, j'eus par le canal de mon père une voix qui était celle de Maurras et qui m'a aidé toute ma vie à me gouverner. Chacun a sa petite grâce à son niveau. Et cette grâce qui n'était pas petite m'est venue par le canal de mon père, ce qui est normal, enfin, et c'est quand même très beau aussi. Et elle était d'ailleurs elle venait par le canal de Maurras que j'ai découvert à ce moment-là, puisque, pour tout vous dire, à cet âge-là, j'étais quand même un peu précoce, j'avais lu un catéchisme de ma sœur aînée, qui était en philo, et dans lequel on décrivait les pensées contre l'Église. Il y avait notamment deux auteurs qui étaient très bien décrits, c'était Nietzsche et Marx. Et en face, il y avait la réponse de l'Église. Je ne peux pas vous dire quelle était la réponse de l'Église, j'en ai aucun souvenir, mais c'était tellement nul que je me suis dit, en refermant le livre, ça durait 1 heure, mais Marx et Nietzsche ont raison. C'est évident. Et donc, je me suis lancé, avec l'enthousiasme de l'adolescence, dans les lectures de Marx et de Nietzsche. Plus je les lisais, et puis ensuite, pour faire quand même pas trop de peine à mes parents, je continuais à aller avec eux à la messe le dimanche, et je me disais, mais c'est l'opium du peuple, là, qu'il est en train de nous dire, encore, il était encore en chair, quoi. C'est n'importe quoi, c'est vraiment la race d'esclaves, fière d'être esclave, et qui met son orgueil dans sa condition d'esclave et dans sa faiblesse. Nietzsche et Marx étaient devenus mes idoles. Mais j'étais quand même un peu gêné, parce que, politiquement parlant, c'était à l'époque des années 57-58, mon père était député, il était Algérie française, il était indépendant et paysan, il était plutôt à droite, voire, comme auraient dit certains, comme aurait dit plus tard mon patron, Thierry Vignancourt, chacun ici sait que je ne suis pas de droite, mais d'extrême droite. Bon, donc, on était plutôt de ce bord-là. Et moi, j'étais intellectuellement, philosophiquement marxiste. Donc, ça ne collait pas, quoi. C'était quand même une grande souffrance. Et je n'arrivais plus à recoller, et ma vie était quand même très, très effondrée à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est ma mère qui l'a vu, je pense que c'est peut-être elle, parce qu'elle me disait, tu sais pas mentir, mon petit, rien que dans tes yeux, je vois tout. Bon, donc, ou si c'est mon père qui l'a deviné, mais un jour, un dimanche après-midi, je m'en souviendrai comme si c'était hier, il était dans son salon, dans son bureau, et il prend la balance intérieure, et il me dit, tiens, tu devrais lire ça, je ne sais pas si tu comprendras tout, mais je pense que ça te plaira. Et j'ai pris, et j'ai commencé le colloque des morts. Les compagnons deviennent rares, ô chers témoins du souvenir. Quel est le destin qui nous sépare et saura-t-il nous réunir? Je me suis dit, je ne vois pas ce que ça veut dire, quoi. C'est un truc, maintenant je comprends. À 73 ans, les compagnons deviennent rares, quel est le destin qui nous... Mais à 13 ans, bon. Ensuite, il y avait quel sens humain recevront ces paroles? Je ne les dis qu'aux amis anciens que j'ai connus sur les bancs de l'école. Entre eux et moi, la mort est un lien. Moi, mes copains, ils étaient là, ils n'avaient pas de mort. Hein. Bon. Et donc, j'ai rien compris. Mais j'ai adoré la musique, qui, vous voyez, m'est encore présente. Et j'ai suivi, et tout à coup, et c'est là où je dis quand même que Maurras, il y a un mystère, Maurras, parce que c'était pas un raisonnement, c'était pas une démonstration, c'était rien qu'une musique. La poésie, c'est quand même très important.
Et cette musique des mots, ô vous, personne blanche, pure, des mots déjà soufferts, je vous distingue sous les branches d'un Claude Birth, toujours vert, le long des souples asphodèles s'éveillent de grands yeux surpris, je reconnais mes cœurs fidèles dans l'entrelac du tamari. Enfin bon, je comprenais rien de rien, mais je me souvenais, hein, bon. Et bah, plutôt dans Rimbaud aussi, on ne comprend pas toujours, hein, bon. Et dans Apollinaire non plus, bon. Et ça m'a lavé de Nietzsche et de Marx. C'est quand même assez étonnant. Ils se sont éloignés. Il n'y avait aucun raisonnement anti-nietzschéen, anti-marxiste, ni quoi que ce soit. Il n'y avait aucun raisonnement. Il y avait une autre lumière. Il y avait un autre message. Et il y avait... Le message, c'est pas le mot. Il y avait une autre lumière. Il y avait une autre âme. Il y avait le mystère Maurras. Et alors après, quand j'ai découvert... Alors si, il y a un truc qui m'avait quand même frappé, qui m'allait droit au cœur, c'est « Je ne peux plus, même à voix basse, implorer de ces mots fervents que sut tout homme de ma race la charité d'un Dieu vivant. » Ça, c'est un copain, parce que moi, c'est pareil. Bon. Mais en même temps, il avait mis en exergue « Je nourris dans mes espérances de Sophocle. » Et moi, j'étais, à ce qu'on est à l'adolescence, complètement désespéré, totalement désespéré, et cultivant le désespoir, parce que sinon, on n'aurait pas adolescent. Bon. Et là, je me suis trouvé dans un rapport tout à fait adverse, tout à fait contradictoire. Et puis, comme je ne comprenais rien à la poésie, même si elle me berçait, j'ai commencé à lire la préface. Et dans la préface, j'ai trouvé à ce moment-là un moment où Maurras décrit la situation de l'homme, dont l'homme ne peut vivre, survivre, dans son vie, enfin, il le dit mieux que ça, mais c'est ce que ça veut dire, dans sa vie spirituelle comme dans sa vie physique, que par le compagnonnage d'un autre homme, quadruple anthropophage, il a besoin de se nourrir de la sueur et de la chair de l'homme, alors, note, en bas de page, de l'exploiter, bien sûr, ma pauvre, de Karl Marx, mais l'exploitation est réciproque. En français, ça se dit « je donne et je reçois en même temps », et c'est charité. Une note en bas de page a liquidé 1000 pages du Capital. Donc à partir de là, j'ai dit, bon, ben ça va, il est Marx, il est pulvérisé. Et après, quand il y avait tous ces poèmes sur nos héros, Thésée, Orphée, Hercule, ne pas un n'aurait compris tes fables ridicules, pauvre âme, ayant un Dieu pour père ou pour aïeul, s'ils doutaient de la fosse ou priaient du linceul, leur intrépide cœur éployait comme une aile la ferme volonté de sa vie éternelle. Je me suis dit, le pauvre surhomme de Nietzsche, il est grotesque. À côté de nos héros, Thésée, Orphée, Hercule, il ne fait pas le poids. Donc j'ai été lavé. Et quand j'ai été lavé de mes fascinations antichrétiennes, par cet agnostique. Après, quand j'ai découvert, en lisant la préface du bienheureux Pili Sauva de la France, où il disait « Tout autres esprits, tout aussi incroyants que moi », le livre m'est tombé des mains. Je suis allé voir mon père, je dis « Mais il était incroyant, Maurras ». Il me dit « Ouais, enfin, c'est plus compliqué que ça. Bon. » Et en fait, c'était plus compliqué. Donc ce mystère, eh bien, ce mystère, il est aujourd'hui d'une actualité qui nous saisit encore plus, parce que, je vais en venir vite, parce que sinon je vais vous raconter tout ce que j'avais prévu de vous raconter, mais il ne faut pas le raconter, on n'a pas le temps. Mais je voudrais le voir dans les circonstances actuelles. Les circonstances actuelles, je les prends sous les 3 angles enfin, 2 avaient été pris dans une conférence au Cercle Vauban par Fabrice Adjage, dans une intervention rapide mais extrêmement brillante, comme il sait le faire. Aujourd'hui, la révolution que nous vivons, c'est une révolution technologique. On n'est plus dans la révolution des idées, on n'est plus dans la subversion, on est dans la révolution technologique avec cette formule qu'il avait employée et qui va rester. Aujourd'hui, la tablette a remplacé la table familiale. Bon. Et donc vous regardez, là, vous allez n'importe où, restaurant, partout, les fêtes de famille, vous voyez s'installer les parents avec les enfants, et on s'installe, et chacun prend son truc. Ben, moi je l'ai oublié, donc je ne risque pas de le prendre. Et chacun prend son truc, et c'est sur sa tablette, sur son téléphone, et il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Et tout se fait par ce système nouveau dont on se dit « Oui, c'est un moyen », mais c'est beaucoup plus qu'un moyen. C'est une véritable révolution qui fait, et qui nous dit quoi? Qui nous dit que par ces moyens-là, on va arriver à quelque chose, l'intelligence artificielle, etc., quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus performant que ce que la nature a fait, et que donc le système naturel est terminé. Et là, Fabrice Adjage, dans cette même conférence, disait « Alors là, moi qui suis juif et venant d'un milieu de gauche,
je peux vous dire, à vous, homme du cercle Vauban, une autorité politique qui est donnée par la nature et par l'hérédité. Ah, mais je respire comme si c'était véritablement un don de Dieu. C'est véritablement un don de Dieu. Et donc le message si simple, parce qu'en définitive c'est extrêmement simple, le message politique de Maurras, la construction politique de Maurras, elle est très simple, comme l'a dit Hilaire, elle tendait à une seule chose, il faut le roi. Bon. Après on peut faire tous les raisonnements, il y a des pages et des pages et des tonnes de raisonnements pour justifier en raison cette intuition première que si nous ne voulons pas être, comme il le dit, les derniers les Français, les derniers les Français, c'est-à-dire il y aura un peu après, il faut que la France revienne au régime qui a été le sien et qui lui a permis de naître et de grandir, qui est le roi. Et je me souviens encore d'envoyer des souvenirs personnels, mais tant pis, à un certain âge, on commence à gratifier en fait ce souvenir. Bon. Et enfin, moi, on est content de les faire. Enfin bref, j'ai été extrêmement marqué dans ma vie par mon père, comme vous l'avez senti, et puis par une autre personne, un ami, qui n'était pas un père, mais qui était un ami, mais qui aurait pu être mon père, parce qu'il avait 30 ans de plus que moi, qui était Jean Housset, le fondateur de la Cité catholique, que beaucoup ici ont connu, et avec lequel nous avons eu des liens d'amitié qui étaient étranges, parce qu'on avait 30 ans de différence, mais ils étaient tellement forts qu'un jour il me disait « Vous vous souvenez de Trémollet en 1934 ?» J'ai dit « Non, ça, je ne peux pas, monsieur, je ne peux pas. J'avais moins de 10 ans, c'est pas possible. » Il me dit « Ouais, c'est vrai. Enfin, j'ai l'impression quand même que vous deviez être là. » Non, j'étais prêt. Et donc, et un jour, nous étions, au mois de février, dans ce faux printemps de Provence merveilleux, nous étions à Marseille, nous avons pris une voiture, et nous sommes allés à Martigues. Et nous sommes allés visiter, nous sommes rentrés par le bonheur des choses, pas dans la maison, parce qu'on n'a pas voulu nous laisser, mais dans le jardin. Nous avons récité une prière devant l'endroit où est le cœur de Charles Maurras. Et je sais que c'était vraiment très, très émouvant, à tel point que vous savez qu'il n'était pas du tout démonstratif en parole, mais pas en geste, me prend le bras et me dit c'est beau, hein, Trémollet, parce qu'il ne disait pas des prénoms. Cette amitié en Maurras, je lui dis oui, c'est beau, monsieur. Mais je lui dis, mais vous, qui avez été quand même son disciple, son proche, il avait un exemplaire des 4000 Provence avec une dédicace, j'aurais bien aimé la voir. Et je dis, mais comment vous expliquez le roi chez Maurras? Et il me dit, mais mon cher ami, c'est très simple. Maurras est un poète. Les poètes sont des voyants. Ils partagent avec les prophètes cette même qualité de voir d'un seul coup d'œil ce que les autres ne voient qu'en prolongement et en raisonnement. Et Maurras a vu d'un seul coup d'œil que la France et le roi, c'était la même chose. Et que donc, si on voulait que la France redevienne la France, il fallait le roi, c'est tout. Après, il y a peut-être à discuter sur les voies et chemins pour y arriver. Après, selon les circonstances, il n'y a pas rien à dire devant un homme qui a sacrifié, enfin qui a donné sa vie avec cette générosité et ce talent, il n'y a qu'à s'incliner. Mais, parce que je dis, mais quand même, il n'est pas arrivé. Il faut quand même voir les choses. Bon, peut-être qu'il a vu, mais il n'est pas arrivé. Ça, c'est un autre problème, mon cher. On se bat, mais on n'est pas non plus responsable de ce qui arrive après. Bon, mais la réalité, elle est là. Et c'est une réalité de poète. C'est une vision de poète qui est en même temps extraordinairement vraie. Et la raison vient au secours de l'intuition première qui est celle du cœur. Qui est celle du cœur et de la raison en même temps. C'est pas du romantisme. Mais s'il n'y avait pas eu chez Maurras ces deux alliés en même temps de la raison et du cœur qui lui disent avec une certitude absolue, qui lui permettait de dire à son procès à chaque fois, j'ai raison. Sa formule, je me fous de tout sauf d'avoir finalement raison. Bon. Et en fait, et quand on le voit dans sa prison, dans ses lettres, quand on se dit, mais enfin, cet homme, à 77 ans, là, il est en prison. Il n'a plus rien. Il n'a même plus de nom, puisqu'il est. Il a la dégradation nationale, il n'existe plus aujourd'hui, la mort civile. C'est-à-dire qu'il n'est plus Maurras Charles, il est matricule 8321. Il n'a plus de journal, il n'a plus d'œuvre. Ses amis sont en prison, fusillés, exilés. Bon, c'est fini. C'est la défaite absolue, c'est l'écrasement absolu. Et il explose d'enthousiasme dans ses lettres. Mais comment ça se fait? Et c'est pas une foi
religieuse. En tout cas, il ne met pas en avant. C'est pas un délire psychologique. Parce que si c'était un délire psychologique, il n'y aurait pas cette argumentation aussi ferme, aussi serrée, cette langue aussi précise, ces poèmes aussi bien tournés, c'est pas possible. Donc c'est quoi? C'est cette certitude tranquille, calme, d'une force incroyable, parce qu'elle a allié le cœur et la raison dans une chose absolument certaine, qui est le service du roi. Et ça m'amène à... peut-être la dernière, oui. Non, pas la dernière. Ça m'amène à cette autre condition aujourd'hui qui essaie de nous perturber, qui est le transhumanisme. On va arriver à des choses extraordinaires, toute l'humanité va être transformée. Mais tous ces rêves-là, qui sont d'ailleurs extraordinairement anciens. Au Moyen-Âge, on en rêvait, les alchimistes en ont rêvé, les Grecs en ont rêvé, les Égyptiens en ont rêvé, ils l'ont peut-être même fait dans certains endroits. Enfin, c'est un vieux truc que régulièrement le démon, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, remet à la mode dans l'humanité, et après les gens se disent « Ah, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière ». Bon. Mais là, il y a cette simplicité, cette force unique de ce qui sont les deux grands éléments. Miller connaît ça par cœur, parce qu'il a médité et décrypté le chemin de paradis, des voluptés et des religions, de ce que Thibon dit dans son livre « Ce que Dieu a uni », ça commence par le dialogue, qui en fait plus qu'un dialogue, le conflit entre l'esprit et la vie. Tout ce dualisme qui est au fond notre grande souffrance, et qui n'est résolu que lorsque nous avons trouvé un amour qui unit ce qui ne peut pas s'unir, normalement. Mais qui unit, et comme le dit Maurras lui-même, la dialectique de l'amour passe au travers de toutes les objections de l'esprit d'examen, même au travers de l'objection de la haine. Quelle objection terrible que la présence du mal dans le monde, et la présence de cette haine, dit dans la préface de la balance intérieure. Mais même cette objection, même tout ce problème du mal, tout ce problème de la haine, etc., tout ça est pulvérisé par quoi, dit Maurras? Par la dialectique de l'amour. L'amour, fils et père éternel de l'amour. Ce qu'il avait découvert à l'intérieur, précisément, du colloque des morts, et dont il dit que, pour lui, qu'on présente comme un poète extraordinairement rationnel, dont il dit « Je recevais cela comme venant des sauvages profondeurs ». Même pas... C'est plus... Victor Hugo est pulvérisé pour les sauvages profondeurs. Bon, parce que Victor Hugo, c'est quand même beaucoup de la mécanique. Donc là, c'est pas de la mécanique. Et donc, il y a cette espèce de poussée qui vient du plus profond de l'être, parce que la poésie est aux sources de la connaissance de l'être, et elle est en même temps aux sources de la connaissance de la politique au sens fort du terme. Donc, par rapport à nos misérables objections aujourd'hui d'une société matérialiste et qui se prétend moderne et qui ne l'est pas du tout, il y a cette réalité de l'être, toujours. Maurras, homme du roi, c'est parce que Maurras est l'homme de l'être. Et comme il est l'homme de l'être et de la connaissance de l'être, et il le dit toujours, poésie et théologie, disait Boccace, non, poésie et ontologie. C'est-à-dire science de l'être. Et comme est l'être, donc c'est l'être de la communauté, c'est l'être de la nation, c'est l'être de la cité, pour parler simplement et pas en abstraction, c'est l'être de la France. C'est l'être de la France, et l'être de la France, c'est d'être un royaume, et un royaume a besoin d'un roi. J'avais un grand désir et une grande volonté que le roi eût son royaume. C'est pas de Maurras, c'est de Jeanne, mais c'est pas. Et donc, et c'est une réponse qui vous dit exactement la même pensée que Maurras. Parce que quand les juges disent à Jeanne, est-ce que vous aviez grande volonté, est-ce que vous aviez grand désir de persécuter les Bourguignons? Mais c'est les Bourguignons. Elle répond, vous voyez, c'est une question qui est la question sur la haine. Est-ce que vous aviez grand désir de persécuter les Bourguignons? Elle répond par une parole d'amour. J'avais grand désir et grande volonté que le roi eût son royaume. Eh bien, Maurras, vis-à-vis de tout ce qui est la révolution, la haine, la saleté, Maurras n'est pas un homme, je veux dire une monstruosité, mais tant pis, c'est pas un homme de la contre-révolution. Même si à un moment il dit nos espoirs flottent sur la contre-révolution, etc. C'est d'abord un homme d'amour, c'est d'abord un homme pour. Il n'est pas contre, il est d'abord pour. Il est d'abord pour le royaume. Et il est d'abord pour le roi. C'est après, parce qu'il est pour le roi, qu'il est contre tous ceux qui menacent le roi. Hélas, d'aimer la moindre chose, je meurs de haine jour et nuit.
Parce que quand on aime véritablement, on ne supporte pas. On ne supporte pas ceux qui portent atteinte à l'objet de son amour. Sinon, on n'aime pas. L'amoureux qui dit « Oh, je l'aime, la violer, mais tant pis, ça lui a fait bien. » Non. Bon, l'amoureux, il ne peut pas supporter qu'on porte atteinte, qu'on porte la main même sur celle qu'il aime. Donc c'est pour ça, et comme le dit très bien Hilaire, si la France est la dame de ses pensées, et la dame de son cœur, c'est vrai qu'il voit rouge quand on porte atteinte à la France. Et donc, à cette France, il veut, le roi, c'est sa passion de l'être. Sa passion de l'être va avec en même temps la passion de l'unité. La passion de l'unité, elle explose dans ce discours un peu long, mais quand même étonnant, qu'il fait à son procès, 160 pages dactylographiées, 2 jours d'audience. J'aurais été son avocat, j'aurais été crucifié. Mais il fallait qu'il le dise. Et il dit quoi? Il dit « J'ai voulu maintenir l'unité. » Parce que, dans la circonstance tragique que rencontrait la France avec cette défaite, il fallait d'abord sauver l'unité. D'où son rejet de Charles de Gaulle, non pas pour des raisons idéologiques ni quoi que ce soit, mais parce que c'est un diviseur. Et parce que même si, d'une certaine façon, il a peut-être vu certaines choses, ça ne pouvait pas être fait comme ça. C'est un diviseur. Et je sais que moi, je tiens de personnes très proches, le père de mon meilleur ami, pour dire par exemple, qu'il avait rencontré Maurras dans un train en 1941. Il était jeune marié, cet homme, et il lui dit, il lui met pas sur papier, puisque Maurras était sourd, en plus dans un train c'était compliqué, « Maître, que faut-il faire aujourd'hui » Et Maurras lui avait répondu sur le même, par écrit, il a répondu « N'allez pas chez De Gaulle, c'est un diviseur. 1. L'Allemagne perdra la guerre. 41. 1. L'Allemagne perdra la guerre. 2. N'allez pas chez De Gaulle, c'est un diviseur. 3. Engagez-vous pour sauver l'Empire français. » Ce qu'il a fait d'ailleurs. Et donc, c'était vu d'une façon extraordinairement lucide. Quand on pense qu'après le même De Gaulle a dit Maurras est devenu fou à force d'avoir raison pendant la guerre. Pour être De Gaulle, pour dire des conneries pareilles. Enfin, et après tout le monde va dire ah c'était génial, c'est pas génial du tout. Bon, Maurras avait eu raison. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'a pas eu les moyens. Mais personne n'a eu les moyens à l'époque. Il n'a pas eu les moyens d'imposer cette raison. Mais sa ligne directrice dit bien son âme. La passion de l'unité à tout prix. La passion de l'unité, parce que sinon, on est fichu. Puisque après, Jean va me dire qu'on va fermer les portes. Bon, le dernier point, c'est... c'est la vertu, l'immense vertu de Maurras, qui manque à tous les hommes politiques. C'est la vertu d'humilité. Maurras est, j'allais dire, royalement, triomphalement, extraordinairement humble. D'ailleurs, Maurras, humble, j'ai raison, oui, humble. D'une humilité qui n'est pas l'humilité au coup penché d'arbre, l'humilité ostentatoire des chrétiens officiels, quoi. Regardez, je vous demande juste de regarder cette image, elle est extraordinaire cette image. La première lettre, le premier document du procès Maurras, c'est une lettre de dénonciation de Paul Claudel. Et qui d'ailleurs n'a rigoureusement aucune base. Sinon la haine. Sinon vraiment la haine. Et à la fin, 45, alors Maurras, vous savez, a demandé à être condamné à mort. Il a fait une déclaration magnifique à la fin, après la catégorie extraordinaire de son avocat, le conseil chapeau. En tant que les confrères, je n'aime jamais dire du bien des confrères, mais là je dis que le conseil a été prodigieux. Bon. Et peut-être que le conseil a gagné une partie de l'affaire, parce que le procureur général avait quand même demandé la peine de mort en disant c'est la seule, il n'y a pas de raison de... Bon. Et à l'époque, on fusillait quand même pour moins que ça. Mazière était passé pour moins que ça. Bon. Donc, mais que dit... Et Maurras fait une déclaration juste après, en disant mais j'ai beaucoup admiré mon avocat, parole simple parce qu'il n'avait pas rien dû entendre, enfin, c'était gentil pour lui quand même. Bon. Et puis, je dis simplement, on a beaucoup parlé de l'Allemagne, on a beaucoup parlé de l'Angleterre, on n'a pas parlé de la seule chose intéressante qui m'intéresse, c'est la France. Mais je dis simplement que si j'ai toujours tout fait pour elle, et si aujourd'hui je pouvais lui offrir mon sang, rien ne me serait plus agréable. Moi, en tant qu'avocat, je dis, il a sauvé sa tête à ce moment-là, parce que les juges ont dit, on ne va quand même pas lui
faire ce plaisir. Donc, donc il a eu la réclusion criminelle, la perpétuité. Mais il a demandé son sang, comme il l'avait annoncé dans son poème sur la rose de l'idée. Son sang, parce que son sang, c'est ce qui pouvait faire pousser mieux encore cette génération de 1950, la rose de l'idée qu'on arrosait avec de l'eau tiède, mais à plus que l'eau tiède, il y a le sang. Enfin, quand vous y réfléchissez, pour quelqu'un dont on dit qu'il n'avait pas la foi, il y a quelque chose de prodigieux là-dedans, quelque chose de mystérieux au sens fort du terme. Comment vous expliquez ça si ce n'est par un amour qui dépasse tout? Et cet amour qui dépasse tout, il débouche forcément sur... forcément, d'ailleurs, d'abord, tout débouche sur le divin, parce que même si la ferme volonté de sa vie éternelle, hein, et tout ce qui fut demeure éternellement. Et il y a cette conscience, mais c'est extraordinaire aujourd'hui, cette conscience que les beautés que nous avons reçues, les beautés qui existent encore, les beautés temporelles, ne s'arrêtent pas au temporel. Elles sont reflets de l'éternel. Tout ce qui fut demeure éternellement. Et ça fait penser à la formule de Sainte Catherine de Sienne, que citait très souvent Thibon, et qui va très bien à Maurras. Il n'y a pas de choses temporelles. C'est nous qui les rendons temporelles, car tout procède de la bonté divine. C'est une formule de Sainte Catherine de Sienne qui aurait pu être de Maurras. D'ailleurs, Maurras cite aussi Sainte Catherine de Sienne dans la préface. J'ai voulu... Le Christ ne disait-il pas à Sainte Catherine de Sienne, j'ai voulu qu'ils aient besoin les uns des autres. Bon, donc on est dans une vision... Alors, je viens à l'humilité. L'humilité, elle est quoi? L'humilité, elle est extraordinaire. C'est de dire, il faut un roi. Mais pas une idée de roi. Pas l'idée royale. Pas la monarchie, l'idée de la monarchie. Pas, excusez-moi, comme je l'entends aujourd'hui, moi, peu importe le prétendant, tout ce qu'il faut, c'est l'idée royale. Mais non! L'idée royale, c'est comme quand De Gaulle dit, je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Et j'ai servi cette idée de la France, c'est-à-dire qu'il s'est servi lui-même, quoi. C'est tout. Bon. Et même Clémenceau, quand il dit je n'ai eu qu'une maîtresse, la France, oui, d'accord, bon, très bien, enfin, c'est abstrait. Bon, encore c'est un peu moins abstrait que certaines idées. Mais là, c'est pas une certaine idée, c'est un être, c'est un homme. Un homme, alors il commence, Philippe VIII, après avant nous avions ce. Quel est légitime aujourd'hui? Avant nous avions ce souverain prêtre, plus prêtre que roi, admirable de mystique et de philosophie qui s'appelait Henri V, etc. Maintenant nous avons Philippe VIII, ensuite nous avons... Et il est nomme. Il est nomme, et il est nomme, et quel qu'il soit. Et il les prend tels qu'ils sont donnés, avec les qualités et les défauts. Et sans vouloir les recomposer selon la révolution technologique, avec tous les critères de l'intelligence artificielle, pour nous faire le prince selon nos désirs, ou le roi selon nos désirs. Non. La grande qualité, l'immense qualité du roi, c'est qu'il est donné. Et Maurras, qui est quand même beaucoup plus intelligent que Philippe VIII, et beaucoup plus intelligent que le comte de Paris, les comtes de Paris qui se sont succédés, et beaucoup plus intelligent que tous ceux qui étaient de son temps. Mais il plie le genou devant le roi, devant le prétendant, devant le prince, parce que c'est le prince et qu'il est donné. Et c'est ça l'humilité. L'humilité convient à la race des hommes, dit-il. Et cette humilité, c'est le fondement de la conversion, pourtant de la métanoïa que nous devons faire. Le drame de la démocratie, le drame fondamental. C'est ce que Mistral appelait l'envie démocratique. Bon. Ça, c'est vraiment la tourme des comme il disait. Il n'y a pas de mots, c'est pas intraduisible, la tourme, c'est n'importe quoi. C'est vraiment la tourme des Van Deyck, c'est dégueulasse. Eh bien, et c'est ça qui pourrit tout. Mon ami, mon frère Cicéron, sur lequel j'ai pris un petit truc là, que vous aurez bientôt en librairie, dit très bien ça. Il dit il y a toujours dans les États, dans la République, dans l'histoire de Rome, il y a toujours eu, l'histoire nous a toujours donné, et la nature nous a toujours donné, les hommes qu'il fallait. J'entends les hommes de la trempe qu'il fallait. Mais, dit Cicéron, le drame, c'est que quand ils sont de cette trempe, ils pensent qu'ils sont les seuls. Et immédiatement, les meilleurs s'affrontent pour savoir lequel des deux. Et là, sa pensée est très précise, c'est César et Pompée. Et lui, c'est un ami de Pompée.
Alors il est pour Pompée, c'est un ami. Mais en même temps, il est intelligent, il dit Pompée, c'est un type bien. Bon, c'est un type bien, grand général, un type bien. Mais l'autre, c'est un génie, un foudroyant. Donc, bon, il n'y a pas photo. Enfin, il parle mieux que ça, Cicéron, mais enfin, ça veut dire, c'est là, c'est quand même lui qui va l'emporter. Et le drame dont il souffre jusqu'au fond de lui-même, c'est le drame de cette division qui va mettre Rome par terre. Et parce qu'il n'y a pas le principe, et c'est là où il fait un éloge de la monarchie que je ne connaissais pas, mais que je l'ai donné, le principe d'unité qui vient de quelqu'un qui n'est plus choisi, mais qui est donné. Et donc nous avons eu ça. Les Capétiens ont trouvé ça. Ils ont eu cette idée, peut-être qu'elle avait existé avant, mais en tout cas, ils ont eu l'idée de la mettre en forme de père en fils, etc. Bon. Et avec le hasard de la naissance, avec le hasard de l'hérédité, c'est vrai quand même que Charles VII était le fils d'un fou et d'une putain. Bon, c'est quand même pas glorieux, quoi, comme ascendance première. Et que quand Jeanne est arrivée devant lui, de se dire, bouf, bon, on va faire avec ça. Et donc, mais peu importe, c'est lui qui est venu. Eh bien, cette humilité foncière, c'est la grande conversion. Enfin, c'est le grand mystère. C'est la grande conversion à laquelle Maurras appelle les cœurs, parce que à partir de ce moment-là, on se met dans l'ordre divin. On se met dans l'ordre de la nature qui est aussi l'ordre de Dieu. Avec une confiance, qui est une confiance forcément d'un certain côté aveugle. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. L'espoir, la continuité de l'État ne repose pas dans les urnes, elle ne repose pas dans les sondages, elle ne repose pas dans les calculs, elle repose dans cette chose merveilleuse et quand même extraordinairement fragile du ventre de la reine. Que va nous donner le ventre de la reine? Bon, mais c'est quand même beaucoup plus beau, non? C'est quand même la vraie, la véritable, enfin, le plus que la poésie, la véritable réalité. D'ailleurs, il y a une formule de Maurras qui est magnifique dans son poème, dans la fin du colloque des morts, c'est quand le poète répond à l'âme qui lui a dit des tas de choses très spirituelles, très surnaturelles, enfin tout ce qu'on entend dans les sermons, et, enfin quand c'est des sermons, et qui lui dit mais moi, qui ne suis rien que le fils de la femme. C'est quand même très beau, hein? Et d'ailleurs, on peut dire aussi que notre Seigneur Jésus était le fils de la femme. Le fils de l'homme, il est aussi le fils de la femme, parce qu'il est le fils de Marie. Hein. Et moi, qui ne suis rien que le fils de la femme. Et donc, je reçois d'être le fils de la femme, je reçois toutes ces émotions, tout ce cœur, tout ce charnel qui est irrépressible et qui est le fond même de la vraie réalité. Alors, si on se plonge dans cet univers-là, on sort complètement, comme j'étais sorti de Nietzsche et de Marx, à l'âge de 13 ans grâce à Maurras, on sort complètement de l'univers d'aujourd'hui, de la France d'après, des petits Macron, tous les mêmes. Vous avez vu, moi, dans mon quartier à Paris, bon, c'est un quartier de jeunes avocats et de jeunes experts comptables, et de jeunes brillants, de jeunes cadres, ils sont tous des gueules de Macron, c'est tout, on dirait des clones. Bon. Et alors, t'entends, on va leur dire, mettez un costume autre que bleu, mettez le rouge, quoi. Mais vous ne mettez pas de costume, mais je sais pas, et on va les avoir de plus en plus. Bon. On sort de cet univers, oh, ils sont pas méchants, oui, peut-être, parce que le prince Jean m'a dit une chose là-dessus, c'est une confidence, mais enfin bon, je ne pense pas qu'il m'en faudra si je l'ai dit. Je lui ai demandé s'il avait rencontré Macron. Il m'a dit, oui, j'ai rencontré Emmanuel Macron avant qu'il soit président de la République. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, c'est un garçon sûrement très intelligent. Mais j'ai trouvé chez lui ce que j'ai connu chez beaucoup de banquiers, autant que j'étais dans des instituts, enfin, dans des cabinets qui travaillaient avec les grandes banques, ce cœur de pierre. Un cœur de pierre. Une mécanique. Eh bien, nous avons le roi donné, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et alors, pour vous répondre, Madame, il a plus indiscutablement les domaines qu'il avait au temps où le domaine royal était ce qui faisait une très grande partie de la force du roi. Mais il ne faut pas oublier non plus que les Capétiens n'étaient pas de loin les plus puissants. Mais ils se sont imposés par d'autres choses. Et ils se sont imposés d'abord par la justice. Et mon ami et confrère Cicéron a une très belle formule là-dessus. Lorsqu'il parle des devoirs du roi, il dit le devoir du roi est de rendre la justice à tout le monde. Et ainsi, il ne peut pas lui-même administrer des grands domaines, car il faut qu'il donne tout son temps
à ceux qui administrent les grands domaines, mais qui ont des problèmes entre eux et dont ils tranchent les difficultés. Et ainsi, il est plus puissant qu'eux, sans pourtant être beaucoup moins, et en étant pourtant beaucoup moins riche, car sa force est ailleurs. Et aujourd'hui, pour terminer, je pense que le fait que, tout simplement, pour la Maison de France, ce soit une famille, les problèmes des familles. Les problèmes des familles, c'est guerre de succession, procès, jalousie, adultère, tout ce que vous voulez. Les problèmes des familles. Sinon, on ne va pas faire pendant 1000 ans une famille entièrement blanche, ça n'existe pas. Il y a tout, forcément, sinon c'est pas des familles, c'est des clones. Donc, mais en même temps, c'est une famille. Et celle qui est en passe d'être la famille de France, bon, c'est quoi? C'est un homme, une femme, 4 enfants. Bientôt 5. Bientôt 5. Merci bien. Bon, c'est une nouvelle. Bon, bientôt 5. Moi, je dis, c'est trop bien, c'est le choix du roi de garçons, de filles, bah, tant pis. Bon. Tant mieux, enfin bien. Et vous en connaissez beaucoup en Europe, des chefs d'État qui, regardez-les. Des chefs de gouvernement, il n'y a pas une famille. Nous, on en a un, il a épousé sa mère, c'est quand même bizarre. On va dire tout ce qu'on veut. Il y a un truc là, bon, enfin, je ne sais pas. Si on se met dans quelque chose de raisonnable, on dit bon, il est très brillant, mais enfin, c'est pas possible. Napoléon ou Joséphine, c'était quand même plus normal, quoi. Elle était quand même plus âgée. Puis enfin, il a fini par la virer pour avoir Marie-Louise et avoir un fils. Mais là, je sais pas. Bon, donc, et c'est tout. Et les autres, hein, Madame Merkel, peu cher. Bon, et puis tout. Enfin, vous les prenez tous. Mais comment voulez-vous qu'ils sachent que c'est la vie des familles s'ils savent pas ce que c'est? Ils ont une vie qui n'est pas une vie normale, ces gens-là. Ils ont une vie bizarre, où on ne compte rien, on ne paye rien, tout est distribué, tout est organisé par la collectivité, on gère, enfin tout. Et c'est ça le truc terrible. Et nous, nous on se dit, mais en fait, la solution, c'est exactement l'inverse. C'est quoi? C'est le retour à la nature la plus simple. Et pour terminer vraiment, c'est les avocats qui disent je conclue quand il conclut. Quand il dit je conclus, il est terrible. On en a pour une heure. Non. Alors, mais non, simplement, dans mon petit parcours que je vous ai cité tout à l'heure, là où mon père m'avait conduit, grâce à Maurras et la balance intérieure, j'ai découvert Mistral. Parce qu'il y avait la crèche mistralienne, les bergers et les rois sont venus dans Mayenne, recueillir dans la pure et modeste sans l'or. Ils ont trouvé la crèche au fond de la cabane et font la référence au poème qui dort. Et je suis allé chercher Mireille. Bon, et j'ai connu, je peux dire comme André Chanson, j'ai connu Mireille quand j'avais 15 ans et elle aussi. Bon, non, c'est elle a toujours 15 ans, moi, donc bon. Et bien, l'univers de Mistral. N'oubliez pas que Maurras, quand il est arrivé à Paris, disait nous allons mistraliser le monde. Et il avait raison, parce que l'univers de Mistral, c'est l'opposé absolu de l'univers de Marx. Moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Ils ont 12 ans de différence. 14 ans. Mistral et Maurras et Marx est né en 1816, Mistral en 1830. Ils ont vécu ensemble les mêmes périodes. Et les visions sont à l'opposé. Il y en a un qui, on dirait la formule de Victor Hugo sur la nuit. Où vous voyez les ténèbres, moi je vois des étoiles, chacun a sa façon de regarder la nuit. Eh bien, Marx, il a vu les ténèbres, la haine, l'histoire de l'humanité, des origines à nos jours, n'est que l'histoire de la lutte des classes. Et il a médité sur cette haine et sur les ressorts de la haine, comme si c'était le ressort de l'histoire. Et Mistral a vu l'inverse. Mistral, il a vu la lumière. Et comme il a vu la lumière et qu'il était lucide, il savait très bien toutes les catastrophes qui allaient arriver. Il a cette formule extraordinaire qui aujourd'hui colle au transhumanisme. Et, si vous ne l'avez pas déjà entendu, je vous demande de la retenir. Dieu, voyant l'homme, et devant l'homme, maîtrisant à son gré le monde naturel, Dieu, pas à pas, se retirant. C'est fantastique, ça, c'est le plus grand châtiment qu'il puisse faire. Bon. Eh bien, il a tout vu. Et en même temps, il a tout donné.
d'un univers qui, si on se plonge dedans, d'un univers qui est l'univers de la beauté, qui est l'univers de l'écologie au sens, mais alors, cette encyclique que Hilaire et moi nous aimons beaucoup, la maison commune, là, enfin bref, vous voyez, très bien, enfin, de notre pape François, la sœur, notre sœur la terre, notre frère le soleil, la mouche, l'âne, etc. Bon. Et bien même tout ça, mais je veux dire, c'est enfantin à côté de Mistral. Mistral, c'est l'univers entier qui vit au rythme de la création, et au rythme de la création qui vit en même temps au rythme du créateur. Et c'est merveilleux. Et ça, c'est l'unité complète de l'esprit humain. Marx est fini. Si on continue, on a encore, ce qu'on a encore aujourd'hui, c'est les derniers, parce que c'est les derniers du matérialisme, mais c'est un truc qui est fini, c'est l'impasse. Et si on veut sortir de cette impasse, mais vraiment complètement, il faut se tourner totalement de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est cet univers de la création, cet univers de la poésie. Et au centre, pour la France, de l'univers de la poésie, il y a le roi, qui est la chose la plus raisonnable, la plus intelligente en politique, la plus sensible au cœur et la plus belle, poétiquement parlant. Et je termine par une formule de mon ami de notre Jean Piat, à qui je disais un jour, des gens, vous êtes quoi, politiquement parlant? Il me dit, Jacques, je suis poétiquement royaliste. Merci Jacques, on ne pouvait pas mieux terminer. Votre formule finale me fait penser à ces 1000 ans de poésie française dans lesquels le héros du monde Saturne s'enferme avec la plus belle femme du monde qui, comme par hasard, s'appelle Marie-Thérèse et qui est mal mariée par l'Église et par l'État à un homme qui la pille et qui la trompe. Bon, et il y a des gens qui ne veulent pas comprendre l'allégorie. Et il n'y a pas de plus belle poésie que les 1000 ans d'histoire de France, évidemment. Alors merci Jacques, je crois qu'il faut finir parce que nous sommes tenus par des horaires, mais je voudrais, à propos de Jacques, vous recommander, je suis en train de le lire, c'est mon compagnon de voyage, En terrasse avec Cicéron. Et alors, on voit que vous êtes collègues, et vous avez une conversation avec les hôtes de Tusculum. Ah, avec les autres, oui. Oui, avec Scipion, avec Lélius. Avec les plus grands, ouais. Avec les plus grands. Et avec les gens de mon village aussi. Et avec les gens de votre village. Mais si je comprends bien, parce que j'en ai lu suffisamment pour me rendre compte que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire de la politique. C'est pas possible, Cicéron, il a fait que de la politique. Et cette politique est poésie. Cette politique est poésie, mais elle est politique aussi, très politique. En tous les cas, merci beaucoup. Et à tous, merci beaucoup. Et je voudrais remercier tout spécialement Jean Gugliotta, Gérard Paul, François Davin, notre ami Leonetti, et puis les orateurs qui sont venus, qui se sont succédés. Et tout ça nous a évoqué beaucoup de pages du passé. Mais je pense que cela doit aussi servir de prolégomène à un avenir que nous attendons tous pour notre pauvre pays. En tous les cas, je pense que ce colloque devrait, vous en aurez les actes dans la revue universelle, devrait marquer une date, d'autant plus que nous sommes tous autour de cette table, pour ainsi dire, dans cette salle, avec les gens de la rue Croix-des-Petits-Champs et les gens de la rue de Courcelles. Donc ça veut dire que l'unité est en train de se faire. Et sur quoi? Eh bien sur le roi.